Chapitre 8. Désagrément de recevoir chez soi un pauvre qui est peut-être riche. Cosette ne put s'empêcher de jeter un regard de côté à la grande poupée toujours étalée chez le bimbelotier, puis elle frappa. La porte s'ouvrit. La Thénardier parut, une chandelle à la main. Ah, c'est toi, petite gueuse. Dieu merci. Tu as mis du temps. Ce sera amusé, la drôlesse. Madame, dit Cosette toute tremblante, voilà un monsieur qui vient loger. La Thénardier remplaça bien vite sa mine bourrue par sa grimace aimable, changement à vue propre aux aubergistes, et chercha avidement des yeux le nouveau venu. C'est monsieur dit-elle. Oui, madame, répondit l'homme en portant la main à son chapeau. Les voyageurs riches ne sont pas si polis. Ce geste et l'inspection du costume et du bagage de l'étranger que la Thénardier passa en revue d'un coup d'œil firent évanouir la grimace aimable et reparaître la mine bourrue. Elle reprit sèchement. Entrez, bonhomme. Le bonhomme entra. La Thénardier lui jeta un second coup d'œil, examina particulièrement sa redingote qui était absolument râpée, et son chapeau qui était un peu défoncé, et consulta d'un hochement de tête, d'un froncement de nez et d'un clignement d'yeux son mari, lequel buvait toujours avec les rouliers. Le mari répondit par cette imperceptible agitation de l'index qui appuyait du gonflement des lèvres, signifiant en pareil cas débine complète. Sur ce, la Thénardier s'écria. Ah ça, brave homme, je suis bien fâché, mais c'est que je n'ai plus de place. Mettez-moi où vous voudrez, dit l'homme. Au grenier, à l'écurie, je payerai, comme si j'avais une chambre. 40 sous. 40 sous, soit. À la bonne heure. 40 sous dit un roulier bas à la Thénardier. Ce n'est que 20 sous. C'est 40 sous pour lui, répliqua la Thénardier, du même ton. Je ne loge pas des pauvres, à moins. C'est vrai, ajouta le mari avec douceur. Ça gâte une maison d'y avoir de ce monde-là. Cependant, l'homme, après avoir laissé sur un banc son paquet et son bâton, s'était assis à une table où Cosette s'était empressée de poser une bouteille de vin et un verre. Le marchand qui avait demandé le seau d'eau était allé lui-même le porter à son cheval. Cosette avait repris sa place sous la table de cuisine et son tricot. L'homme qui avait à peine trempé ses lèvres dans le verre de vin qui s'était versé considérait l'enfant avec une attention étrange. Cosette était laide. Heureuse, elle eût peut-être été jolie. Nous avons déjà esquissé cette petite figure sombre. Cosette était maigre et blême. Elle avait près de 8 ans, on lui en eût donné à peine 6. Ses grands yeux enfoncés dans une sorte d'ombre profonde étaient presque éteints à force d'avoir pleuré. Les coins de sa bouche avaient cette courbe de l'angoisse habituelle qu'on observe chez les condamnés et chez les malades désespérés. Ses mains étaient, comme sa mère l'avait deviné, perdues d'engelure. Le feu qui l'éclairait en ce moment faisait saillir les angles de ses os et rendait sa maigreur affreusement visible. Comme elle grelottait toujours, elle avait pris l'habitude de serrer ses deux genoux l'un contre l'autre. Tout son vêtement n'était qu'un haillon qui eût fait pitié l'été et qui faisait horreur l'hiver. Elle n'avait sur elle que de la toile trouée, pas un chiffon de laine. On voyait sa peau çà et là, et l'on y distinguait partout des taches bleues ou noires qui indiquaient les endroits où la Thénardier l'avait touchée. Ses jambes nues étaient rouges et grêles. Le creux de ses clavicules était à faire pleurer. Toute la personne de cet enfant, son allure, son attitude, le son de sa voix, ses intervalles entre un mot et l'autre, son regard, son silence, son moindre geste exprimait et traduisait une seule idée: la crainte. La crainte était répandue sur elle.
Elle en était pour ainsi dire couverte. La crainte ramenait ses coudes contre ses hanches, retirait ses talons sous ses jupes, lui faisait tenir le moins de place possible, ne lui laissait de souffle que le nécessaire, et était devenu ce qu'on pourrait appeler son habitude de corps, sans variation possible que d'augmenter. Il y avait au fond de sa prunelle un coin étonné où était la terreur. Cette crainte était telle qu'en arrivant, toute mouillée comme elle était, Cosette n'avait pas osé s'aller sécher au feu et s'était remise silencieusement à son travail. L'expression du regard de cet enfant de 8 ans était habituellement si morne et parfois si tragique qu'il semblait à de certains moments qu'elle fût en train de devenir une idiote ou un démon. Jamais, nous l'avons dit, elle n'avait su ce que c'est que prier. Jamais elle n'avait mis le pied dans une église. Est-ce que j'ai le temps disait la Thénardier. L'homme à la redingote jaune ne quittait pas Cosette des yeux. Tout à coup, la Thénardier s'écria. À propos, Espin. Cosette, selon sa coutume toutes les fois que la Thénardier élevait la voix, sortit bien vite de dessous la table. Elle avait complètement oublié le pain. Elle eut recours à l'expédient des enfants toujours effrayés. Elle mentit. Madame, le boulanger était fermé. Il fallait cogner. J'ai cogné, madame. Eh bien, il n'a pas ouvert. Je saurai demain si c'est vrai, dit la Thénardier. Et si tu mens, tu auras une fière danse. En attendant, rends-moi la pièce 15 sous. Cosette plongea sa main dans la poche de son tablier et devint verte. La pièce de 15 sous n'y était plus. Ah ça dit la Thénardier. As-tu entendu? Cosette retourna la poche, il n'y avait rien. Qu'est-ce que cet argent pouvait être devenu? La malheureuse petite ne trouva pas une parole, elle était pétrifiée. Est-ce que tu l'as perdu? La pièce 15 sous? Râla la Thénardier. Ou bien, est-ce que tu veux me la voler? En même temps, elle allongea le bras vers le martinet suspendu à la cheminée. Ce geste redoutable rendit à Cosette la force de crier. Grâce, madame, madame, je ne le ferai plus. La Thénardier détacha le martinet. Cependant, l'homme à la redingote jaune avait fouillé dans le gousset de son gilet, sans qu'on eût remarqué ce mouvement. D'ailleurs, les autres voyageurs buvaient et jouaient aux cartes et ne faisaient attention à rien. Cosette se pelotonnait avec angoisse dans l'angle de la cheminée, tâchant de ramasser et de dérober ses pauvres membres demi-nus. La Thénardier leva le bras. Pardon, madame, dit l'homme. Mais tout à l'heure, j'ai vu quelque chose qui est tombé de la poche, du tablier de cette petite, et qui a roulé. C'est peut-être cela. En même temps, il se baissa et parut chercher à terre un instant. Justement. Voici, reprit-il en se relevant. Et il tendit une pièce d'argent à la Thénardier. Oui, c'est cela, dit-elle. Ce n'était pas cela, car c'était une pièce de 20 sous. Mais la Thénardier y trouvait du bénéfice. Elle mit la pièce dans sa poche et se borna à jeter un regard farouche à l'enfant en disant « Que cela ne t'arrive plus, toujours !» Cosette rentra dans ce que la Thénardier appelait sa niche, et son grand œil, fixé sur le voyageur inconnu, commença à prendre une expression qu'il n'avait jamais eue. Ce n'était encore qu'un naïf étonnement, mais une sorte de confiance stupéfaite s'y mêlait. À propos, voulez-vous souper? Demanda la Thénardier au voyageur. Il ne répondit pas. Il semblait songer profondément. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Dit-elle entre ses dents. C'est quelque affreux pauvre. Cela n'a pas le sou pour souper. Me payera-t-il mon logement seulement? Il est bien heureux tout de même qu'il n'ait pas eu l'idée de voler l'argent qui était à terre. Cependant, une porte s'était ouverte et Éponine et Azelma étaient entrées. C'étaient vraiment deux jolies petites filles, plutôt bourgeoises que paysannes, très charmantes, l'une avec ses tresses châtaines bien lustrées, l'autre avec ses longues nattes noires,
tombant derrière le dos, toutes deux vives, propres, grasses, fraîches et saines à réjouir le regard. Elles étaient chaudement vêtues, mais avec un tel art maternel que l'épaisseur des étoffes n'ôtait rien à la coquetterie de l'ajustement. L'hiver était prévu sans que le printemps fût effacé. Ces deux petites dégageaient de la lumière. En outre, elles étaient régnantes. Dans leur toilette, dans leur gaieté, dans le bruit qu'elles faisaient, il y avait de la souveraineté. Quand elles entrèrent, la Thénardier leur dit d'un ton grondeur qui était plein d'adoration. « Ah, voilà donc, vous âtres !» Puis, les attirant dans ses genoux l'une après l'autre, lissant leurs cheveux, renouant leurs rubans, et les lâchant ensuite avec cette douce façon de secouer qui est propre aux mères, elle s'écria. « Sont-elles fagotées ?» Elles vinrent s'asseoir au coin du feu. Elles avaient une poupée qu'elles tournaient et retournaient sur leurs genoux avec toutes sortes de gazouillements joyeux. De temps en temps, Cosette levait les yeux de son tricot et les regardait jouer d'un air lugubre. Éponine et Azelma ne regardaient pas Cosette. C'était pour elles comme le chien. Ces trois petites filles n'avaient pas 24 ans à elles trois, et elles représentaient déjà toute la société des hommes, d'un côté l'envie, de l'autre le dédain. La poupée des sœurs Thénardier était très fanée et très vieille, et toute cassée. Mais elle n'en paraissait pas moins admirable à Cosette qui de sa vie n'avait eu une poupée, une vraie poupée, pour nous servir d'une expression que tous les enfants comprendront. Tout à coup, la Thénardier qui continuait d'aller et venir dans la salle s'aperçut que Cosette avait des distractions et qu'au lieu de travailler, elle s'occupait des petites qui jouaient. « Ah, je t'y prends !» cria-t-elle. « C'est comme cela que tu travailles. Je vais te faire travailler à coups de martinet, moi !» L'étranger, sans quitter sa chaise, se tourna vers la Thénardier. « Madame, dit-il en souriant d'un air presque craintif. Bah, laissez-la jouer. De la part de tout voyageur qui eût mangé une tranche de gigot et bu 2 bouteilles de vin à son souper, et qui n'eût pas eu l'air d'un affreux pauvre, un pareil souhait eût été un ordre. Mais qu'un homme qui avait ce chapeau se permit d'avoir un désir, et qu'un homme qui avait cette redingote se permit d'avoir une volonté, c'est ce que la Thénardier ne crut pas devoir tolérer. Elle repartit aigrement. « Il faut qu'elle travaille, puisqu'elle mange. Je ne la nourris pas à rien faire. »« Qu'est-ce qu'elle fait donc ?» reprit l'étranger de cette voix douce qui contrastait si étrangement avec ses habits de mendiant et ses épaules de portefaix. La Thénardier daigna répondre. « Des bas, s'il vous plaît. Des bas pour mes petites filles qui n'en ont pas. Autant dire, et qui vont tout à l'heure pieds nus. » L'homme regarda les pauvres pieds rouges de Cosette et continua. « Et quand aura-t-elle fini cette paire de bas ? » Elle en a encore au moins pour 3 ou 4 grands jours, la paresseuse. « Et combien peut valoir cette paire de bas quand elle sera faite ? » La Thénardier lui jeta un coup d'œil méprisant. « Au moins 30 sous. »« La donneriez-vous pour 5 francs ?» reprit l'homme. « Pardieu !» s'écria un gros rire d'un roulier qui écoutait. « 5 francs ! Je crois fiche très bien. 5 balles !» Le Thénardier crut devoir prendre la parole. « Oui, monsieur, si c'est votre fantaisie, on vous donnera cette paire de bas pour 5 francs. Nous ne savons rien refuser aux voyageurs. »« Il faudrait payer tout de suite, » dit la Thénardier avec sa façon brève et péremptoire. « J'achète cette paire de bas, » répondit l'homme. « Et, ajouta-t-il en tirant de sa poche une pièce de 5 francs qu'il posa sur la table, je la paye. » Puis il se tourna vers Cosette. « Maintenant, ton travail est à moi. Joue, mon enfant. » Le roulier fut si ému de la pièce de 5 francs qu'il laissa là son verre et accourut. « C'est pourtant vrai !» cria-t-il en l'examinant.
Une vraie roue! Une roue de derrière et pas fausse! Le Thénardier approcha et mit silencieusement la pièce dans son gousset. La Thénardier n'avait rien à répliquer. Elle se mordit les lèvres et son visage prit une expression de haine. Cependant, Cosette tremblait. Elle se risqua à demander: Madame, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux jouer? Joue, dit la Thénardier d'une voix terrible. Merci, madame, dit Cosette. Et pendant que sa bouche remerciait la Thénardier, toute sa petite âme remerciait le voyageur. Le Thénardier s'était remis à boire. Sa femme lui dit à l'oreille: Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Cet homme jaune. Ah, j'ai vu, répondit souverainement Thénardier. Des millionnaires qui avaient des redingotes comme cela. Cosette avait laissé là son tricot, mais elle n'était pas sortie de sa place. Cosette bougeait toujours le moins possible. Elle avait pris dans une boîte, derrière elle, quelques vieux chiffons et son petit sabre de plomb. Éponine et Azelma ne faisaient aucune attention à ce qui se passait. Elles venaient d'exécuter une opération fort importante. Elles s'étaient emparées du chat. Elles avaient jeté la poupée à terre, et Éponine, qui était l'aînée, emmaillotait le petit chat, malgré ses miaulements et ses contorsions, avec une foule de nippes et de guenilles rouges et bleues. Tout en faisant ce grave et difficile travail, elle disait à sa sœur, dans ce doux et adorable langage des enfants, dont la grâce, pareille à la splendeur de l'aile des papillons, s'en va quand on veut la fixer. Vois-tu, ma sœur, cette poupée-là est plus amusante que l'autre. Elle remue, elle crie, elle est chaude. Vois-tu, ma sœur, joue avec. Ce sera ma petite fille. Je serai une dame. Je viendrai te voir et tu la regarderais. Peu à peu, tu verrais ses moustaches et cela t'étonnerait. Et puis, tu verrais ses oreilles et puis tu verrais sa queue et cela t'étonnerait. Et tu me diras: Ah, mon Dieu! Et je te dirai: Oh, madame, c'est une petite fille que j'ai comme ça. Les petites filles sont comme ça à présent. Azelma écoutait Éponine avec admiration. Cependant, les buveurs s'étaient mis à chanter une chanson obscène, dont ils riaient à faire trembler le plafond. Le Thénardier les encourageait et les accompagnait. Comme les oiseaux font un nid avec tout, les enfants font une poupée avec n'importe quoi. Pendant qu'Éponine et Azelma emmaillotaient le chat, Cosette, de son côté, avait emmailloté le sabre. Cela fait, elle l'avait couché sur ses bras, et elle le chantait doucement pour l'endormir. La poupée est un des plus impérieux besoins et en même temps un des plus charmants instincts de l'enfance féminine. Soigner, vêtir, parer, habiller, déshabiller, rhabiller, enseigner, un peu gronder, bercer, dorloter, endormir, se figurer que quelque chose est quelqu'un, tout l'avenir de la femme est là. Tout en rêvant et tout en jasant, tout en faisant de petits trousseaux et de petites layettes, tout en cousant de petites robes, de petits corsages et de petites brassières, l'enfant devient jeune fille, la jeune fille devient grande fille, la grande fille devient femme. Le premier enfant continue la dernière poupée. Une petite fille sans poupée est à peu près aussi malheureuse et tout à fait aussi impossible qu'une femme sans enfant. Cosette s'était donc fait une poupée avec le sabre. La Thénardier, elle, s'était rapprochée de l'homme jaune. Mon mari a raison, pensait-elle. C'est peut-être Monsieur Laffitte. Il y a des riches si farces. Elle vint s'accouder à sa table. Monsieur, dit-elle. À ce monsieur, l'homme se retourna. La Thénardier ne l'avait encore appelé que brave homme ou bonhomme. Voyez-vous, messieurs, poursuivit-elle en prenant son air douceâtre qui était encore plus fâcheux à voir que son air féroce. Je veux bien que l'enfant joue, je ne m'y oppose pas, mais c'est bon pour une fois parce que vous êtes généreux. Voyez-vous, cela n'a rien. Il faut que cela travaille. Elle n'est donc pas à vous, cet enfant? Demanda l'homme. Oh, mon Dieu, non, monsieur. C'est une petite pauvre, hein, que nous avons recueillie comme ça, par charité. Une espèce d'enfant imbécile.
Elle doit avoir de l'eau dans la tête. Elle a la tête grosse, comme vous voyez. Nous faisons pour elle ce que nous pouvons, car nous ne sommes pas riches. Nous avons beau écrire à son pays, voilà 6 mois qu'on nous ne répond plus. Il faut croire que sa mère est morte. Ah, dit l'homme et il retomba dans sa rêverie. C'était une pas grand-chose que cette mère, ajouta la Thénardier. Elle abandonnait son enfant. Pendant toute cette conversation, Cosette, comme si un instinct lui avertit qu'on parlait d'elle, n'avait pas quitté des yeux la Thénardier. Elle écoutait vaguement. Elle entendait çà et là quelques mots. Cependant les buveurs, tous ivres aux 3/4, répétaient leur refrain immonde avec un redoublement de gaieté. C'était une gaillardise de haut goût, où étaient mêlés la Vierge et l'enfant Jésus. La Thénardier était allée prendre sa part des éclats de rire. Cosette, sous la table, regardait le feu qui se réverbérait dans son œil fixe. Elle s'était remise à bercer l'espèce de maillot qu'elle avait fait, et tout en le berçant, elle chantait à voix basse. Ma mère est morte, ma mère est morte, ma mère est morte. Sur de nouvelles insistances de l'hôtesse, l'homme jaune, le millionnaire, consentit enfin à souper. Que veut monsieur? Du pain et du fromage, dit l'homme. Décidément, c'est un gueux, pensa la Thénardier. Les ivrognes chantaient toujours leur chanson et l'enfant sous la table chantait aussi la sienne. Tout à coup, Cosette s'interrompit. Elle venait de se retourner et d'apercevoir la poupée des petites Thénardier qu'elle avait quittée pour le chat et laissée à terre, à quelques pas de la table de cuisine. Alors, elle laissa tomber le sabre emmailloté qui ne lui suffisait qu'à demi, puis elle promena lentement ses yeux autour de la salle. La Thénardier parlait bas à son mari et comptait de la monnaie. Ponine et Zelma jouaient avec le chat. Les voyageurs mangeaient ou buvaient ou chancelaient. Aucun regard n'était fixé sur elle. Elle n'avait pas un moment à perdre. Elle sortit de dessous la table en rampant sur ses genoux et sur ses mains, s'assura encore une fois qu'on ne la guettait pas, puis se glissa vivement jusqu'à la poupée et la saisit. Un instant après, elle était à sa place, assise, immobile, tournée seulement de manière à faire de l'ombre sur la poupée qu'elle tenait dans ses bras. Ce bonheur de jouer avec une poupée était tellement rare pour elle qu'elle avait toute la violence d'une volupté. Personne ne l'avait vue, excepté le voyageur, qui mangeait lentement son maigre souper. Cette joie dura près d'1/4 d'heure. Mais quelque précaution que prit Cosette, elle ne s'apercevait pas qu'un des pieds de la poupée passait, et que le feu de la cheminée l'éclairait très vivement. Ce pied rose et lumineux qui sortait de l'ombre frappa subitement le regard d'Azelma qui dit à Éponine. Tiens, ma sœur. Les 2 petites filles s'arrêtèrent stupéfaites. Cosette avait osé prendre la poupée. Éponine se leva et, sans lâcher le chat, alla vers sa mère et se mit à la tirer par sa jupe. Laisse-moi donc, dit la mère. Qu'est-ce que tu me veux? Mère, dit l'enfant, regarde donc. Et elle désignait du doigt Cosette. Cosette, elle, tout entière aux extases de la possession, ne voyait et n'entendait plus rien. Le visage de la Thénardier prit cette expression particulière, qui se compose du terrible mêlé au rien de la vie, et qui a fait nommer ces sortes de femmes mégères. Cette fois, l'orgueil blessé exaspérait encore sa colère. Cosette avait franchi tous les intervalles. Cosette avait attenté à la poupée de ces demoiselles. Une tsarine qui verrait un moujik essayer le grand cordon bleu de son impérial fils n'aurait pas eu une autre figure. Elle cria d'une voix que l'indignation enrouait. « Cosette !» Cosette tressaillit comme si la terre eût tremblé sous elle. Elle se retourna. « Cosette !» répéta la Thénardier. Cosette prit la poupée et la posa doucement à terre avec une sorte de vénération mêlée de désespoir. Alors, sans la quitter des yeux,
Elle joignit les mains, et ce qui est effrayant à dire dans un enfant de cet âge, elle se les tordit. Puis ce que n'avait pu lui arracher aucune des émotions de la journée, ni la course dans le bois, ni la pesanteur du seau d'eau, ni la perte de l'argent, ni la vue du martinet, ni même la sombre parole qu'elle avait entendu dire à la Thénardier. Elle pleura. Elle éclata en sanglots. Cependant le voyageur s'était levé. «Qu'est-ce donc?» dit-il à la Thénardier. «Vous ne voyez pas?» dit la Thénardier en montrant du doigt le corps du délit qui gisait aux pieds de Cosette. «Eh bien, quoi?» reprit l'homme. «Cette gueuse», répondit la Thénardier, «s'est permis de toucher à la poupée des enfants.» «Tout ce bruit pour cela?» dit l'homme. «Eh bien, quand elle jouait avec cette poupée, elle y a touché avec ses mains sales», poursuivit la Thénardier, «avec ses affreuses mains.» Ici Cosette redoubla ses sanglots. «Te tairas-tu?» cria la Thénardier. L'homme alla droit à la porte de la rue, l'ouvrit et sortit. Dès qu'il fut sorti, la Thénardier profita de son absence pour allonger sous la table à Cosette un grand coup de pied qui fit jeter à l'enfant les hauts cris. La porte se rouvrit. L'homme reparut. Il portait dans ses deux mains la poupée fabuleuse dont nous avons parlé, et que tous les marmots du village contemplaient depuis le matin. Et il la posa debout devant Cosette en disant: «Tiens, c'est pour toi.» Il faut croire que depuis plus d'une heure qu'il était là, au milieu de sa rêverie, il avait confusément remarqué cette boutique de bimbeloterie éclairée de lampions et de chandelles, si splendidement qu'on l'apercevait à travers la vitre du cabaret, comme une illumination. Cosette leva les yeux. Elle avait vu venir l'homme à elle avec cette poupée comme elle eût vu venir le soleil. Elle entendit ces paroles inouïes. «C'est pour toi.» Elle le regarda, elle regarda la poupée. Puis elle regarda lentement, et s'alla cacher tout au fond sous la table dans le coin du mur. Elle ne pleurait plus. Elle ne criait plus, elle avait l'air de ne plus oser respirer. La Thénardier, Éponine, Azelma étaient autant de statues. Les buveurs eux-mêmes s'étaient arrêtés. Il s'était fait un silence solennel dans tout le cabaret. La Thénardier, pétrifiée et muette, recommençait ses conjectures. Qu'est-ce que c'est que ce vieux? Est-ce un pauvre? Est-ce un millionnaire? C'est peut-être les deux? C'était-il un voleur? La face du mari Thénardier offrit cette ride expressive qui accentue la figure humaine chaque fois que l'instinct dominant y apparaît avec toute sa puissance bestiale. Le gargotier considérait tour à tour la poupée et le voyageur. Il semblait flairer cet homme comme il eût flairé un sac d'argent. Cela ne dura que le temps d'un éclair. Il s'approcha de sa femme et lui dit tout bas: «Cette machine coûte au moins 30 francs. Pas de bêtises. À plat ventre, devant l'homme.» Les natures grossières ont cela de commun avec les natures naïves qu'elles n'ont pas de transition. «Eh bien, Cosette», dit la Thénardier d'une voix qui voulait être douce et qui était toute composée de ce miel aigre des méchantes femmes, «est-ce que tu ne prends pas ta poupée?» Cosette se hasarda à sortir de son trou. «Ma petite Cosette», reprit le Thénardier d'un air caressant, «monsieur te donne une poupée. Prends-la, hein, elle est à toi.» Cosette considérait la poupée merveilleuse avec une sorte de terreur. Son visage était encore inondé de larmes, mais ses yeux commençaient à s'emplir comme le ciel au crépuscule du matin des rayonnements étranges de la joie. Ce qu'elle éprouvait en ce moment-là était un peu pareil à ce qu'elle eût ressenti si on lui dit brusquement: «Petite, vous êtes la reine de France.» Il lui semblait que, si elle touchait à cette poupée, le tonnerre en sortirait. Ce qui était vrai jusqu'à un certain point, car elle se disait que la Thénardier gronderait et l'abattrait. Pourtant,
l'attraction l'emporta. Elle finit par s'approcher et murmura timidement en se tournant vers la Thénardier. Est-ce que je peux, madame? Aucune expression ne saurait rendre cet air à la fois désespéré, épouvanté et ravi. Pardi, fit la Thénardier, c'est à toi, puisque monsieur te la donne. Vrai, monsieur, reprit Cosette. Est-ce que c'est vrai? C'est à moi, la dame? L'étranger paraissait avoir les yeux pleins de larmes. Il semblait être à ce point d'émotion où l'on ne parle pas pour ne pas pleurer. Il fit un signe de tête à Cosette et mit la main de la dame dans sa petite main. Cosette retira vivement sa main comme si celle de la dame la brûlait, et se mit à regarder le pavé. Nous sommes forcés d'ajouter qu'en cet instant-là, elle tirait la langue d'une façon démesurée. Tout à coup, elle se retourna et saisit la poupée avec emportement. Je l'appellerai Catherine, dit-elle. Ce fut un moment bizarre que celui où les haillons de Cosette rencontrèrent et étreignirent les rubans et les fraîches mousselines roses de la poupée. Madame, reprit-elle, est-ce que je peux la mettre sur une chaise? Oui, mon enfant, répondit le Thénardier. Maintenant, c'était Éponine et Azelma qui regardaient Cosette avec envie. Cosette posa Catherine sur une chaise, puis s'assit à terre devant elle, et demeura immobile, sans dire un mot, dans l'attitude de la contemplation. Joue donc, Cosette, dit l'étranger. Ah, je joue, répondit l'enfant. Cet étranger, cet inconnu qui avait l'air d'une visite que la Providence faisait à Cosette, était en ce moment-là ce que la Thénardier haïssait le plus au monde. Pourtant, il fallait se contraindre. C'était plus d'émotion qu'elle n'en pouvait supporter. Si habituée qu'elle fût à la dissimulation par la copie, qu'elle tâchait de faire de son mari dans toutes ses actions. Elle se hâta d'envoyer ses filles coucher, puis elle demanda à l'homme jaune la permission d'y envoyer aussi Cosette, qui a bien fatigué aujourd'hui, ajouta-t-elle d'un air maternel. Cosette s'alla coucher en portant Catherine entre ses bras. La Thénardier allait de temps à temps à l'autre bout de la salle où était son homme, pour se soulager l'âme, disait-elle. Elle échangeait avec son mari quelques paroles d'autant plus furieuses qu'elle n'osait les dire haut. Vieille bête! Qu'est-ce qu'il a donc dans le ventre? Venir nous déranger ici. Vouloir que ce petit monstre joue, lui donner des poupées de 40 francs une chienne, que je donnerais moi pour 40 sous. Encore un peu, il lui dirait, Votre Majesté, comme la duchesse de Berry. Y a-t-il du bon sens? Il est donc enragé, ce vieux mystérieux-là. Pourquoi? C'est tout simple, répliquait le Thénardier. Si ça l'amuse. Toi, ça t'amuse que la petite travaille. Lui, ça l'amuse qu'elle joue. Il est dans son droit. Un voyageur, ça fait ce que ça veut quand ça paye. Si c'est un vieux philanthrope, qu'est-ce que ça te fait? Si c'est un imbécile, ça ne te regarde pas. De quoi te mêles-tu, hein, puisqu'il a de l'argent? Langage de maître et raisonnement d'aubergiste, qui n'admettait ni l'un ni l'autre la réplique. L'homme s'était accoudé sur la table et avait repris son attitude de rêverie. Tous les autres voyageurs, marchands et rouliers, s'étaient un peu éloignés et ne chantaient plus. Ils le considéraient à distance avec une sorte de crainte respectueuse. Ce particulier si pauvrement vêtu, qui tirait de sa poche les roues de derrière avec tant d'aisance et qui prodiguait des poupées gigantesques à de petites souillons en sabots, était certainement un bonhomme magnifique et redoutable. Plusieurs heures s'écoulèrent. La messe de minuit était dite, le réveillon était fini, les buveurs s'en étaient allés, le cabaret était fermé, la salle basse était déserte, le feu s'était éteint, l'étranger était toujours à la même place et dans la même posture. De temps en temps, il changeait le coude sur lequel il s'appuyait, voilà tout. Mais il n'avait pas dit un mot depuis que Cosette n'était plus là. Les Thénardier seuls, par convenance ou par curiosité, étaient restés dans la salle.
Est-ce qu'il va passer la nuit comme ça? Grommelait la Thénardier. Comme 2 heures du matin sonnaient, elle se déclara vaincue et dit à son mari: Je vais me coucher, fais-en ce que tu veux. Le mari s'assit à une table dans un coin, alluma une chandelle et se mit à lire le Courrier français. Une bonne heure se passa ainsi. Le digne aubergiste avait lu au moins 3 fois le Courrier français depuis la date du numéro jusqu'au nom de l'imprimeur. L'étranger ne bougeait pas. Le Thénardier remua, toussa, cracha, se moucha, fit craquer sa chaise. Aucun mouvement de l'homme. Est-ce qu'il dort? Pensa le Thénardier. L'homme ne dormait pas, mais rien ne pouvait l'éveiller. Enfin, Thénardier ôta son bonnet, s'approcha doucement et s'aventura à dire: Est-ce que monsieur ne veut pas se reposer? Ne va pas se coucher lui semblait excessif et familier. Reposer sentait le luxe et était du respect. Ces mots-là ont la propriété mystérieuse et admirable de gonfler le lendemain matin le chiffre de la carte à payer. Une chambre où l'on couche coûte 20 sous. Une chambre où l'on repose coûte 20 francs. Tiens, dit l'étranger, vous avez raison. Où est votre écurie? Monsieur, fit le Thénardier avec un sourire, je vais conduire monsieur. Il prit la chandelle, l'homme prit son paquet et son bâton, et Thénardier le mena dans une chambre au premier qui était d'une rare splendeur, toute meublée en acajou avec un lit bateau et des rideaux de calicot rouge. Qu'est-ce que cela? Dit le voyageur. C'est notre propre chambre de noces, dit l'aubergiste. Nous en habitons une autre, mon épouse et moi. On n'entre ici que 3 ou 4 fois dans l'année. J'aurais autant aimé l'écurie, dit l'homme brusquement. Le Thénardier n'eut pas l'air d'entendre cette réflexion peu obligeante. Il alluma 2 bougies de cire toutes neuves qui figuraient sur la cheminée. Un assez bon feu flambait dans l'âtre. Il y avait sur cette cheminée, sous un bocal, une coiffure de femme en fil d'argent et en fleurs d'oranger. Et ceci, qu'est-ce que c'est? Reprit l'étranger. Monsieur, dit le Thénardier, c'est le chapeau de mariée de ma femme. Le voyageur regarda l'objet d'un regard qui semblait dire: Il y a donc eu un moment où ce monstre a été une vierge. Du reste, le Thénardier mentait. Quand il avait pris à bail cette bicoque pour en faire une gargote, il avait trouvé cette chambre ainsi garnie, et avait acheté ses meubles et brocanté ses fleurs d'oranger, jugeant que cela ferait une ombre gracieuse sur son épouse, et qu'il en résulterait pour sa maison ce que les Anglais appellent de la respectabilité. Quand le voyageur se retourna, l'hôte avait disparu. Le Thénardier s'était éclipsé discrètement sans oser dire bonsoir, ne voulant pas traiter avec une cordialité irrespectueuse un homme qu'il se proposait d'écorcher royalement le lendemain matin. L'aubergiste se retira dans sa chambre. Sa femme était couchée, mais elle ne dormait pas. Quand elle entendit le pas de son mari, elle se retourna et lui dit: Tu sais que je flanque demain Cosette à la porte. Le Thénardier répondit froidement: Comme tu vas. Ils n'échangèrent pas d'autres paroles, et quelques minutes après, leur chandelle était éteinte. De son côté, le voyageur avait déposé dans un coin son bâton et son paquet. L'hôte partit, il s'assit sur un fauteuil et resta quelque temps pensif. Puis il ôta ses souliers, prit une des 2 bougies, souffla l'autre, poussa la porte et sortit de la chambre, regardant autour de lui comme quelqu'un qui cherche. Il traversa un corridor et parvint à l'escalier. Là, il entendit un petit bruit très doux, qui ressemblait à une respiration d'enfant. Il se laissa conduire par ce bruit et arriva à une espèce d'enfoncement triangulaire pratiqué sous l'escalier, ou pour mieux dire formé par l'escalier même. Cet enfoncement n'était autre chose que le dessous des marches. Là, parmi toutes sortes de vieux paniers et de vieux tessons, dans la poussière ou dans les toiles d'araignée, il y avait un lit. Si l'on peut appeler lit une paillasse trouée
jusqu'à montrer la paille et une couverture trouée jusqu'à laisser voir la paillasse. Point de drap. Cela était posé à terre sur le carreau. Dans ce lit, Cosette dormait. L'homme s'approcha et la considéra. Cosette dormait profondément. Elle était tout habillée. L'hiver, elle ne se déshabillait pas pour avoir moins froid. Elle tenait serrée contre elle la poupée dont les grands yeux ouverts brillaient dans l'obscurité. De temps en temps, elle poussait un grand soupir, comme si elle allait se réveiller, et elle étreignait la poupée dans ses bras presque convulsivement. Il n'y avait à côté de son lit qu'un de ses sabots. Une porte ouverte près du gâtelas de Cosette laissait voir une assez grande chambre sombre. L'étranger y pénétra. Au fond, à travers une porte vitrée, on apercevait deux petits lits jumeaux très blancs. C'étaient ceux d'Azelma et d'Éponine. Derrière ces lits disparaissait à demi un berceau d'osier, sans rideaux, où dormait le petit garçon qui avait crié toute la soirée. L'étranger conjectura que cette chambre communiquait avec celle des deux époux Thénardier. Il allait se retirer quand son regard rencontra la cheminée. Une de ces vastes cheminées d'auberge, où il y a toujours un si petit feu quand il y a du feu, et qui sont si froides à voir. Dans celle-là, il n'y avait pas de feu. Il n'y avait pas même de cendre. Ce qui y était attira pourtant l'attention du voyageur. C'étaient deux petits souliers d'enfant de forme coquette et de grandeur inégale. Le voyageur se rappela la gracieuse et immémoriable coutume des enfants qui déposent leurs chaussures dans la cheminée le jour de Noël, pour y attendre dans les ténèbres quelque étincelant cadeau de leur bonne fée. Éponine et Azelma n'avaient eu garde d'y manquer, et elles avaient mis chacune un de leurs souliers dans la cheminée. Le voyageur se pencha. La fée, c'est-à-dire la mère, avait déjà fait sa visite et l'on voyait reluire dans chaque soulier une petite pièce de 10 sous toute neuve. L'homme se relevait et allait s'en aller lorsqu'il aperçut au fond, à l'écart, dans le coin le plus obscur de l'âtre, un autre objet. Il regarda et reconnut un sabot, un affreux sabot du bois le plus grossier, à demi brisé et tout couvert de cendres et de boue desséchée. C'était le sabot de Cosette. Cosette, avec cette touchante confiance des enfants qui peut être trompée toujours sans se décourager jamais, avait mis, elle aussi, son sabot dans la cheminée. C'était une chose sublime et douce que l'espérance dans un enfant qui n'a jamais connu que le désespoir. Il n'y avait rien dans ce sabot. L'étranger fouilla dans son gilet, se courba, et mit dans le sabot de Cosette un louis d'or. Puis il regagna sa chambre à pas de loup. Chapitre 9. Thénardier à la manœuvre. Le lendemain matin, 2 heures au moins avant le jour, le mari Thénardier, attablé près d'une chandelle dans la salle basse du cabaret, une plume à la main, composait la carte du voyageur à la redingote jaune. La femme debout, à demi courbée sur lui, le suivait des yeux. Il n'échangeait pas une parole. C'était d'un côté une méditation profonde, de l'autre cette admiration religieuse avec laquelle on regarde naître et s'épanouir une merveille de l'esprit humain. On entendait un bruit dans la maison. C'était l'Alouette qui balayait l'escalier. Après un bon quart d'heure et quelques ratures, le Thénardier produisit ce chef-d'œuvre. Note du monsieur du numéro 1. Souper, 3 francs. Chambre, 10 francs. Bougie, 5 francs. Feu, 4 francs. Service, 1 franc. Total, 23 francs. Service était écrit service avec 2 S. 23 francs! S'écria la femme avec un enthousiasme mêlé de quelque hésitation. Comme tous les grands artistes, le Thénardier n'était pas content. Peu, fit-il, c'était l'accent de Castelruy rédigeant au congrès de Vienne la carte à payer de la France.
Monsieur Thénardier, tu as raison, il doit bien cela, murmura la femme qui songeait à la poupée donnée à Cosette en présence de ses filles. C'est juste, mais c'est trop. Il ne voudra pas payer. Le Thénardier fit son rire froid et dit: il paiera. Ce rire était la signification suprême de la certitude et de l'autorité. Ce qui était dit ainsi devait être. La femme n'insista point. Elle se mit à ranger les tables. Le mari marchait de long en large dans la salle. Un moment après, il ajouta: je dois bien 1500 francs, moi. Il alla s'asseoir au coin de la cheminée, méditant, les pieds sur les cendres chaudes. Ah ça, reprit la femme, tu n'oublies pas que je flanque Cosette à la porte aujourd'hui. Ce monstre! Elle me mange le cœur avec sa poupée. J'aimerais mieux épouser Louis XVIII que de la garder un jour de plus à la maison. Le Thénardier alluma sa pipe et répondit entre deux bouffées: tu remettras la carte à l'homme. Puis il sortit. Il était à peine hors de la salle que le voyageur y entra. Le Thénardier reparut sur-le-champ derrière lui et demeura immobile dans la porte entrebâillée, visible seulement pour sa femme. L'homme jaune portait à la main son bâton et son paquet. Levez sitôt, dit la Thénardier. Est-ce que monsieur nous quitte déjà? Tout en parlant ainsi, elle tournait d'un air embarrassé la carte dans ses mains et y faisait des plis avec ses ongles. Son visage dur offrait une nuance qui ne lui était pas habituelle, la timidité et le scrupule. Présenter une pareille note à un homme qui avait si parfaitement l'air d'un pauvre, cela lui paraissait malaisé. Le voyageur semblait préoccupé et distrait. Il répondit: oui, madame, je m'en vais. Monsieur, reprit-elle, n'avez donc pas d'affaires à Montfermeil? Non, je passe par ici. Voilà tout. Madame, ajouta-t-il, qu'est-ce que je dois? La Thénardier, sans répondre, lui tendit la carte pliée. L'homme déplia le papier, le regarda, mais son attention était visiblement ailleurs. Madame, reprit-il, faites-vous de bonnes affaires dans ce Montfermeil? Comme cela, monsieur, répondit la Thénardier, stupéfaite de ne point voir d'autre explosion. Elle poursuivit d'un accent élégiaque et lamentable: oh, monsieur, les temps sont durs. Et puis nous avons si peu de bourgeois dans nos endroits, c'est tout petit monde, voyez-vous. Et nous n'avions pas par-ci, par-là des voyageurs généreux et riches comme monsieur. Nous avons tant de charges. Tenez, cette petite nous coûte les yeux de la tête. Quelle petite? Eh bien, la petite, vous savez, Cosette, l'alouette, comme on dit dans le pays. Ah, dit l'homme. Elle continua. Sont-ils bêtes, ces paysans, avec leurs sobriquets? On a plutôt l'air d'une chauve-souris que d'une alouette. Voyez-vous, monsieur, nous ne demandons pas la charité, mais nous ne pouvons pas la faire. Nous ne gagnons rien et nous avons gros à payer. La patente, les impositions, les portes et fenêtres, les centimes. Monsieur sait que le gouvernement demande un argent terrible. Et puis j'ai mes filles, moi. Je n'ai pas besoin de nourrir l'enfant des autres. L'homme reprit de cette voix qui s'efforçait de rendre indifférente et dans laquelle il y avait un tremblement. Et si on vous en débarrassait? De qui? De la Cosette? Oui. La face rouge et violente de la gargotière s'illumina d'un épanouissement hideux. Ah, monsieur, mon bon monsieur, prenez-la, gardez-la, emmenez-la, emportez-la, sucrez-la, truffez-la, buvez-la, mangez-la, et soyez bénis de la bonne Sainte Vierge et de tous les saints du paradis. C'est dit. Vrai?
Vous l'emmenez? Je l'emmène. Tout de suite. Tout de suite. Appelez l'enfant. Cosette! Cria la Thénardier. En attendant, poursuivit l'homme, je vais toujours vous payer ma dépense. Combien est-ce? Il jeta un coup d'œil sur la carte et ne put réprimer un mouvement de surprise. 23 francs. Il regarda la gargotière et répéta. 23 francs? Il y avait dans la prononciation de ces deux mots, ainsi répétés, l'accent qui sépare le point d'exclamation du point d'interrogation. La Thénardier avait eu le temps de se préparer au choc. Elle répondit avec assurance. Dame, oui, monsieur, c'est 23 francs. L'étranger posa 5 pièces de 5 francs sur la table. Allez chercher la petite, dit-il. En ce moment, le Thénardier s'avança au milieu de la salle et dit. Monsieur doit 26 sous. 26 sous? S'écria la femme. 20 sous pour la chambre, reprit le Thénardier froidement, et 6 sous pour le souper. Quant à la petite, j'ai besoin d'en causer un peu avec monsieur. Laisse-nous, femme. La Thénardier eut un de ces éblouissements que donnent les éclairs imprévus du talent. Elle sentit que le grand acteur entrait en scène, ne répliqua pas un mot et sortit. Dès qu'ils furent seuls, le Thénardier offrit une chaise au voyageur. Le voyageur s'assit. Le Thénardier resta debout, et son visage prit une singulière expression de bonhomie et de simplicité. Monsieur, dit-il, tenez, je vais vous dire, c'est que je l'adore, moi, cet enfant. L'étranger le regarda fixement. Quel enfant? Thénardier continua. Comme c'est drôle, on s'attache. Qu'est-ce que c'est que tout cet argent-là? Reprenez donc vos pièces de 100 sous. C'est une enfant que j'adore. Qui ça? Demanda l'étranger. Et notre petite Cosette. Ne voulez-vous pas nous l'emmener? Eh bien, je parle franchement, vrai, comme vous êtes un honnête homme, je ne peux pas y consentir. Elle me ferait faute, cette enfant. J'ai vu ça tout petit. C'est vrai qu'elle nous coûte de l'argent. C'est vrai qu'elle a des défauts. C'est vrai que nous ne sommes pas riches. C'est vrai que j'ai payé plus de 400 francs en drogue, rien que pour une de ces maladies. Mais il faut bien faire quelque chose pour le bon Dieu. Ça n'a ni père ni mère, je l'ai élevée. J'ai du pain pour elle et pour moi. Au fait, j'y tiens à cet enfant. Vous comprenez, on se prend d'affection. Je suis une bonne bête, moi. Je ne raisonne pas, je l'aime, cette petite. Ma femme est vive, mais elle l'aime aussi. Voyez-vous, c'est comme notre enfant. J'ai besoin que ça babille dans la maison. L'étranger le regardait toujours fixement. Il continua. Pardon, excuse, monsieur, mais on ne donne point son enfant comme ça à un passant. Pas vrai que j'ai raison. Après cela, je ne dis pas. Vous êtes riche, vous avez l'air d'un bien brave homme, si c'était pour son bonheur, mais il faudrait savoir. Vous comprenez? Une supposition que je la laisserai aller et que je me sacrifierai. Je voudrais savoir où elle va. Je ne voudrais pas la perdre de vue. Je voudrais savoir chez qui elle est, pour l'aller voir de temps en temps, qu'elle sache que son bon père nourricier est là, qu'il veille sur elle. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Je ne sais seulement pas votre nom. Vous l'emmènerez, je dirai, eh bien, l'Alouette. Où donc a-t-elle été passée? Il faudrait au moins voir quelques méchants chiffons de papier, un petit bout de passeport, quoi. L'étranger, sans cesser de le regarder de ce regard qui va, pour ainsi dire, jusqu'au fond de la conscience,
lui répondit d'un accent grave et ferme. Monsieur Thénardier, on n'a pas de passeport pour venir à 5 lieues de Paris. Si j'emmène Cosette, je l'emmènerai. Voilà tout. Vous ne saurez pas mon nom. Vous ne saurez pas ma demeure. Vous ne saurez pas où elle va. Et mon intention est qu'elle ne vous revoie jamais de sa vie. Je casse le fil qu'elle a au pied. Et elle s'en va. Cela vous convient-il? Oui ou non? De même que les démons et les génies reconnaissaient à de certains signes la présence d'un Dieu supérieur, le Thénardier comprit qu'il avait affaire à quelqu'un de très fort. Ce fut comme une intuition. Il comprit cela avec sa promptitude nette et sagace. La veille, tout en buvant avec les rouliers, tout en fumant, tout en chantant des gaudrioles, il avait passé la soirée à observer l'étranger, le guettant comme un chat et l'étudiant comme un mathématicien. Il l'avait à la fois épié pour son propre compte, pour le plaisir et par instinct, et espionné comme s'il eût été payé pour cela. Pas un geste, pas un mouvement de l'homme à la capote jaune ne lui avait échappé. Avant même que l'inconnu manifestât si clairement son intérêt pour Cosette, le Thénardier l'avait deviné. Il avait surpris les regards profonds de ce vieux qui revenait toujours à l'enfant. Pourquoi cet intérêt? Qu'était-ce que cet homme? Pourquoi, avec tant d'argent dans sa bourse, ce costume si misérable? Questions qu'il se posait sans pouvoir les résoudre, et qui l'irritaient. Il y avait songé toute la nuit. Ce ne pouvait être le père de Cosette. Était-ce quelque grand-père? Alors pourquoi ne pas se faire connaître tout de suite? Quand on a un droit, on le montre. Cet homme, évidemment, n'avait pas de droit sur Cosette. Alors qu'était-ce? Le Thénardier se perdait en suppositions. Il entrevoyait tout et ne voyait rien. Quoi qu'il en fût, en entamant la conversation avec l'homme, sûr qu'il y avait un secret dans tout cela, sûr que l'homme était intéressé à rester dans l'ombre, il se sentait fort. À la réponse nette et ferme de l'étranger, quand il vit que ce personnage mystérieux était mystérieux si simplement, il se sentit faible. Il ne s'attendait à rien de pareil. Ce fut la déroute de ses conjectures. Il rallia ses idées, il pesa tout cela en une seconde. Le Thénardier était un de ces hommes qui jugent d'un coup d'œil une situation. Il estima que c'était le moment de marcher droit et vite. Il fit comme les grands capitaines à cet instant décisif qu'ils savent seuls reconnaître. Il démasqua brusquement sa batterie. Monsieur, dit-il, il me faut 1500 francs. L'étranger prit dans sa poche de côté un vieux portefeuille en cuir noir, l'ouvrit et en tira 3 billets de banque qu'il posa sur la table. Puis il appuya son large pouce sur ces billets et dit au gargotier: Faites venir Cosette. Pendant que ceci se passait, que faisait Cosette? Cosette, en s'éveillant, avait couru à son sabot, elle y avait trouvé la pièce d'or. Ce n'était pas un Napoléon, c'était une de ces pièces de 20 francs toutes neuves de la Restauration, sur l'effigie desquelles la petite queue prussienne avait remplacé la couronne de laurier. Cosette fut éblouie. Sa destinée commençait à l'enivrer. Elle ne savait pas ce que c'était qu'une pièce d'or. Elle n'en avait jamais vu. Elle la cacha bien vite dans sa poche, comme si elle l'avait volée. Cependant, elle sentait que cela était bien à elle. Elle devinait d'où ce don lui venait, mais elle éprouvait une sorte de joie pleine de peur. Elle était contente. Elle était surtout stupéfaite. Ces choses si magnifiques et si jolies ne lui paraissaient pas réelles. La poupée lui faisait peur. La pièce d'or lui faisait peur. Elle tremblait vaguement devant ces magnificences. L'étranger seul ne lui faisait pas peur. Au contraire,
Il la rassurait. Depuis la veille, à travers ses étonnements, à travers son sommeil, elle songeait dans son petit esprit d'enfant à cet homme qui avait l'air vieux et pauvre et si triste, et qui était si riche et si bon. Depuis qu'elle avait rencontré ce bonhomme dans le bois, tout était comme changé pour elle. Cosette, moins heureuse que la moindre hirondelle du ciel, n'avait jamais su ce que c'est que de se réfugier à l'ombre de sa mère et sous une aile. Depuis 5 ans, c'est-à-dire au loin que pouvaient remonter ses souvenirs, la pauvre enfant frissonnait et grelottait. Elle avait toujours été toute nue sous la bise aigre du malheur. Maintenant, il lui semblait qu'elle était vêtue. Autrefois, son âme avait froid. Maintenant, elle avait chaud. Elle n'avait plus autant de crainte de la Thénardier. Elle n'était plus seule. Il y avait quelqu'un là. Elle s'était mise bien vite à sa besogne de tous les matins. Ce louis qu'elle avait sur elle, dans ce même gousset de son tablier d'où la pièce de 15 sous était tombée la veille, lui donnait des distractions. Elle n'osait pas y toucher, mais elle passait des 5 minutes à le contempler, il faut le dire en tirant la langue. Tout en balayant l'escalier, elle s'arrêtait et restait là, immobile, oubliant son balai et l'univers entier, occupée à regarder cette étoile briller au fond de sa poche. Ce fut dans une de ces contemplations que la Thénardier la rejoignit. Sur l'ordre de son mari, elle était allée la chercher. Chose inouïe, elle ne lui donna pas une tape et ne lui dit pas une injure. Cosette, dit-elle presque doucement, viens tout de suite. Un instant après, Cosette entrait dans la salle basse. L'étranger prit le paquet qu'elle avait apporté et le dénoua. Ce paquet contenait une petite robe de laine, un tablier, une brassière de futaine, un jupon, un fichu, des bas de laine, des souliers, un vêtement complet pour une fille de 8 ans. Tout cela était noir. Mon enfant, dit l'homme, prends ceci et va t'habiller bien vite. Le jour paraissait lorsque ceux des habitants de Montfermeil qui commençaient à ouvrir leurs portes virent passer dans la rue de Paris un bonhomme pauvrement vêtu, donnant la main à une petite fille tout en deuil, qui portait une grande poupée rose dans ses bras. Il se dirigeait du côté de Livry. C'était notre homme et Cosette. Personne ne connaissait l'homme. Comme Cosette n'était plus en guenilles, beaucoup ne la reconnurent pas. Cosette s'en allait. Avec qui? Elle l'ignorait. Où? Elle ne savait. Tout ce qu'elle comprenait, c'est qu'elle laissait derrière elle la gargote Thénardier. Personne n'avait songé à lui dire adieu, ni elle à dire adieu à personne. Elle sortait de cette maison haïe et haïssant. Pauvre doux être dont le cœur n'avait jusqu'à cette heure été que comprimé. Cosette marchait gravement, ouvrant ses grands yeux et considérant le ciel. Elle avait mis son louis dans la poche de son tablier neuf. De temps en temps, elle se penchait et lui jetait un coup d'œil. Puis elle regardait le bonhomme. Elle sentait quelque chose comme si elle était près du bon Dieu. Chapitre 10. Qui cherche le mieux peut trouver le pire. La Thénardier, selon son habitude, avait laissé faire son mari. Elle s'attendait à de grands événements. Quand l'homme et Cosette furent partis, le Thénardier laissa s'écouler un grand quart d'heure. Puis il la prit à part et lui montra les 1500 francs. Que ça, dit-elle. C'était la première fois depuis le commencement de leur ménage qu'elle osait critiquer un acte du maître. Le coup porta. Au fait, tu as raison, dit-il. Je suis un imbécile. Donne-moi mon chapeau. Il plia les 3 billets de banque, les enfonça dans sa poche et sortit en toute hâte, mais il se trompa et prit d'abord à droite.
Quelques voisins auxquels il s'informa le remirent sur la trace. L'alouette et l'homme avaient été vus allant dans la direction de l'Ivry. Il suivit cette indication, marchant à grands pas et monologuant. Cet homme est évidemment un million, habillé en jaune, et moi je suis un animal. Il a d'abord donné 20 sous, puis 5 francs, puis 50 francs, puis 1500 francs, toujours aussi facilement. Il aurait donné 15 000 francs. Mais je vais le rattraper. Et puis, ce paquet d'habits préparés d'avance pour la petite, tout cela était singulier. Il y avait bien des mystères là-dessous. On ne lâche pas des mystères quand on les tient. Les secrets des riches sont des éponges pleines d'or. Il faut savoir les presser. Toutes ses pensées lui tourbillonnaient dans le cerveau. Je suis un animal, disait-il. Quand on est sorti de Montfermeil et qu'on atteint le coude que fait la route qui va à Livry, on la voit se développer devant soi très loin sur le plateau. Parvenu là, il calcula qu'il devait apercevoir l'homme et la petite. Il regarda aussi loin que sa vue put s'étendre et ne vit rien. Il s'informa encore. Cependant, il perdait du temps. Des passants lui dirent que l'homme et l'enfant qu'il cherchait s'étaient acheminés vers les bois du côté de Gagny. Il se hâta dans cette direction. Ils avaient de l'avance sur lui, mais une enfant marche lentement. Et lui, il allait vite. Et puis le pays lui était bien connu. Tout à coup, il s'arrêta et se frappa le front comme un homme qui a oublié l'essentiel et qui est prêt à revenir sur ses pas. J'aurais dû prendre mon fusil, se dit-il. Thénardier était une de ces natures doubles qui passent quelquefois au milieu de nous à notre insu et qui disparaissent sans qu'on les ait connues parce que la destinée n'en a montré qu'un côté. Le sort de beaucoup d'hommes est de vivre ainsi à demi submergés. Dans une situation calme et plate, Thénardier avait tout ce qu'il fallait pour faire. Nous ne disons pas pour être, ce qu'on est convenu d'appeler un honnête commerçant, un bon bourgeois. En même temps, certaines circonstances étant données, certaines secousses venant à soulever sa nature de dessous, il avait tout ce qu'il fallait pour être un scélérat. C'était un boutiquier dans lequel il y avait du monstre. Satan devait par moments s'accroupir dans quelque coin du bouge où vivait Thénardier et rêver devant ce chef-d'œuvre hideux. Après une hésitation d'un instant, bah, pensa-t-il, j'aurai le temps d'échapper. Et il continua son chemin, allant devant lui, rapidement, et presque d'un air de certitude, avec la sagacité du renard flairant une compagnie de perdrix. En effet, quand il eut dépassé les étangs et traversé obliquement la grande clairière qui est à droite de l'avenue de Bellevue, comme il arrivait à cette allée de gazon qui fait presque le tour de la colline et qui recouvre la voûte de l'ancien canal des eaux de l'abbaye de Chelles, il aperçut au-dessus d'une broussaille un chapeau, sur lequel il avait déjà échafaudé bien des conjectures. C'était le chapeau de l'homme. La broussaille était basse. Le Thénardier reconnut que l'homme et Cosette étaient assis là. On ne voyait pas l'enfant à cause de sa petitesse, mais on apercevait la tête de la poupée. Le Thénardier ne se trompait pas. L'homme s'était assis là pour laisser un peu reposer Cosette. Le gargotier tourna la broussaille et apparut brusquement au regard de ceux qu'il cherchait. Pardon, excuse, monsieur, dit-il tout essoufflé, mais voici vos 1500 francs. En parlant ainsi, il tendait à l'étranger les 3 billets de banque. L'homme leva les yeux. Qu'est-ce que cela signifie? Le Thénardier répondit respectueusement. Monsieur, cela signifie que je reprends Cosette. Cosette frissonna et se serra contre le bonhomme. Lui, il répondit en regardant le Thénardier dans le fond des yeux et en espaçant toutes ses syllabes. Vous reprenez Cosette? Oui, monsieur, je la reprends. Je vais vous dire, j'ai réfléchi. Au fait, je n'ai pas le droit de vous la donner. Je suis un honnête homme, voyez-vous. Cette petite n'est pas à moi, elle est à sa mère. C'est sa mère qui me l'a confiée. Je ne puis la remettre qu'à sa mère. Vous me direz, mais la mère est morte. Bon. En ce cas, je ne puis rendre l'enfant qu'à une personne qui m'apporterait un écrit signé de la mère. Comme quoi, je dois remettre l'enfant à cette personne-là.
Cela est clair. L'homme, sans répondre, fouilla dans sa poche, et le Thénardier vit reparaître le portefeuille aux billets de banque. Le gargotier eut un frémissement de joie. Bon, pensa-t-il, tenons-nous, il va me corrompre. Avant d'ouvrir le portefeuille, le voyageur jeta un coup d'œil autour de lui. Le lieu était absolument désert. Il n'y avait pas une âme dans le bois ni dans la vallée. L'homme ouvrit le portefeuille et en tira non la poignée de billets de banque qu'attendait Thénardier, mais un simple petit papier qu'il développa et présenta tout ouvert à l'aubergiste en disant: Vous avez raison. Lisez. Le Thénardier prit le papier et lut. Montreuil-sur-Mer, le 25 mars 1823. Monsieur Thénardier, vous remettrez Cosette à la personne. On vous payera toutes les petites choses. J'ai l'honneur de vous saluer avec considération. Fantine. Vous connaissez cette signature? Reprit l'homme. C'était bien la signature de Fantine. Le Thénardier la reconnut. Il n'y avait rien à répliquer. Il sentit deux violents dépits. Le dépit de renoncer à la corruption qu'il espérait, et le dépit d'être battu. L'homme ajouta: Vous pouvez garder ce papier pour votre décharge. Le Thénardier se replia en bon ordre. Cette signature est bien imitée, grommela-t-il entre ses dents. Enfin, soit. Puis il essaya un effort désespéré. Monsieur, dit-il, c'est bon, puisque vous êtes la personne. Et il faut me payer toutes les petites choses, on me doit gros. L'homme se dressa debout et dit en époussetant avec ses chiquenaudes sa manche râpée où il y avait de la poussière: Monsieur Thénardier, en janvier, la mère comptait qu'elle vous devait 120 francs. Vous lui avez envoyé en février un mémoire de 500 francs. Vous avez reçu 300 francs fin février et 300 francs au commencement de mars. Il s'est écoulé depuis lors 9 mois à 15 francs, prix convenu. Cela fait 135 francs. Vous aviez reçu 100 francs de trop. Reste 35 francs qu'on vous doit. Je viens de vous donner 1500 francs. Le Thénardier éprouva ce qu'éprouve l'homme au moment où il se sent mordu et saisi par la mâchoire d'acier du piège. Qu'est-ce ce diable d'homme? Pensa-t-il. Il fit ce que fait le loup. Il donna une secousse. L'audace lui avait déjà réussi une fois. Monsieur dont je ne sais pas le nom, dit-il résolument en mettant cette fois les façons respectueuses de côté. Je reprendrai Cosette, ou vous me donnerez 1000 écus. L'étranger dit tranquillement: Viens, Cosette. Il prit Cosette de la main gauche, et de la droite il ramassa son bâton qui était à terre. Le Thénardier remarqua l'énormité de la trique et la solitude du lieu. L'homme s'enfonça dans le bois avec l'enfant, laissant le gargotier immobile et interdit. Pendant qu'il s'éloignait, le Thénardier considérait ses larges épaules un peu voûtées et ses gros poings. Puis, ses yeux, revenant à lui-même, retombaient sur ses bras chétifs et sur ses mains maigres. « Il faut que je sois vraiment bête, pensait-il, de n'avoir pas pris mon fusil, puisque j'allais à la chasse. » Cependant, l'aubergiste ne lâcha pas prise. « Je veux savoir où il ira, » dit-il, et il se mit à les suivre à distance. Il lui restait 2 choses dans les mains. Une ironie, le chiffon de papier signé Fantine, et une consolation, les 1500 francs. L'homme emmenait Cosette dans la direction de Livry et de Bondy. Il marchait lentement, la tête baissée, dans une attitude de réflexion et de tristesse. L'hiver avait fait le bois à claire-voie, si bien que le Thénardier ne les perdait pas de vue, tout en restant assez loin. De temps en temps, l'homme se retournait et regardait si on ne le suivait pas. Tout à coup, il aperçut Thénardier. Il entra brusquement avec Cosette dans un taillis où ils pouvaient tous deux disparaître. « Diantre !» dit le Thénardier, et il doubla le pas.
L'épaisseur du fourré l'avait forcé de se rapprocher d'eux. Quand l'homme fut au plus épais, il se retourna. Thénardier eut beau se cacher dans les branches, il ne put faire que l'homme ne le vit pas. L'homme lui jeta un coup d'œil inquiet, puis hocha la tête et reprit sa route. L'aubergiste se remit à les suivre. Ils firent ainsi 200 ou 300 pas. Tout à coup, l'homme se retourna encore, il aperçut l'aubergiste. Cette fois, il le regarda d'un air si sombre que le Thénardier jugea inutile d'aller plus loin. Thénardier rebroussa chemin. Chapitre 11. Le numéro 9430 reparaît et Cosette le gagne à la loterie. Jean Valjean n'était pas mort. En tombant à la mer, ou plutôt en s'y jetant, il était, comme on l'a vu, sans fer. Il nagea entre deux eaux jusque sous un navire au mouillage, auquel était amarrée une embarcation. Il trouva moyen de se cacher dans cette embarcation jusqu'au soir. À la nuit, il se jeta de nouveau à la nage et atteignit la côte à peu de distance du cap Brun. Là, comme ce n'était pas l'argent qui lui manquait, il put se procurer des vêtements. Une guinguette aux environs de Balaguier était alors le vestiaire des forçats évadés, spécialité lucrative. Puis Jean Valjean, comme tous ces tristes fugitifs qui tâchent de dépister le guet de la loi et la fatalité sociale, suivit un itinéraire obscur et ondulant. Il trouva un premier asile au Prado, près Beaussais. Ensuite, il se dirigea vers le Grand Villard, près Briançon, dans les Hautes-Alpes. Fuite tâtonnante et inquiète, chemin de taupe dont les embranchements sont inconnus. On a pu plus tard retrouver quelques traces de son passage dans l'Ain, sur le territoire de Civrieux, dans les Pyrénées à Accons, au lieu dit la Grange de Doumec, près du hameau de Chavaille et dans les environs de Périgueux, à Bruni, canton de la Chapelle-Gonaguet. Il gagna Paris. On vient de le voir à Montfermeil. Son premier soin en arrivant à Paris avait été d'acheter des habits de deuil pour une petite fille de 7 à 8 ans, puis de se procurer un logement. Cela fait, il s'était rendu à Montfermeil. On se souvient que déjà lors de sa précédente évasion, il y avait fait ou dans les environs un voyage mystérieux dont la justice avait eu quelques lueurs. Du reste, on le croyait mort, et cela épaississait l'obscurité qui s'était faite sur lui. À Paris, il lui tomba sous la main un des journaux qui enregistrait le fait. Il se sentit rassuré et presque en paix, comme s'il était réellement mort. Le soir même du jour où Jean Valjean avait tiré Cosette des griffes des Thénardier, il rentrait dans Paris. Il y rentrait à la nuit tombante avec l'enfant par la barrière de Monceau. Là, il monta dans un cabriolet qui le conduisit à l'esplanade de l'Observatoire. Il y descendit, paya le cocher, prit Cosette par la main, et tous deux, dans la nuit noire, par les rues désertes qui avoisinent l'Oursine et la Glacière, se dirigèrent vers le boulevard de l'Hôpital. La journée avait été étrange et remplie d'émotions pour Cosette. On avait mangé derrière les haies du pain et du fromage achetés dans des gargotes isolées. On avait souvent changé de voiture. On avait fait des bouts de chemin à pied. Elle ne se plaignait pas, mais elle était fatiguée. Et Jean Valjean s'en aperçut à sa main qu'elle tirait davantage en marchant. Il la prit sur son dos. Cosette, sans lâcher Catherine, posa sa tête sur l'épaule de Jean Valjean et s'endormit.